Bonjour et bienvenue à l'atelier. Quoi, encore un out of the box? J'ai un aveu à vous faire. Je suis toujours sur la partie méthode de la fabrication de la prochaine guitare qui, vous vous en doutez, si vous êtes abonné à cette chaîne en particulier, va pas être simple. Alors, c'est pas du bouche-trou. Et plutôt que de vous faire un unboxing et un essai de shampoing, ce qui n'aurait pas beaucoup de légitimité, il faut être clair, ou de mascara, c'est pareil, j'ai quand même envie de vous proposer du contenu de qualité. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté dernièrement d'occasion un rabot japonais sur internet à 40 balles. Alors, 40 balles, j'ai pas mal discuté avec le vendeur qui m'a dit, voilà, j'ai acheté ça pour l'essayer, j'ai essayé, je suis pas convaincu. J'ai mis les 40 balles dans le commerce. Il y a deux possibilités, et on verra à la fin laquelle est la bonne. Soit je me suis fait sauvagement arnaquer, ce qui est toujours possible sur Internet, soit le vendeur a vraiment raisonné en occidental et n'a pas du tout, ou ne sait pas du tout qu'un rabot japonais n'est pas un produit fini. C'est pas un truc que vous pouvez sortir de la boîte et commencer à raboter avec. Les rabots occidentaux non plus, mais si c'est un rabot de qualité occidentale, je dirais, à part peut-être faire un très léger affûtage de la lame, ils sont relativement rapidement utilisables. Ce n'est pas le cas d'un rabot japonais. Et donc, ce qu'on va faire dans cet Out of the Box, qui fera un ou deux épisodes, je ne sais pas encore, c'est que on va bosser sur ce rabot japonais à 40 € et voir si on peut en faire une machine de guerre. Voilà le rabot qu'on va tâcher de régler. Je l'ai reçu juste hier. Première petite chose, bien sûr, faut le démonter. Pour le démonter, vous allez remarquer tout de suite une petite chose, c'est qu'ici, vous avez un chanfrein. Et d'ailleurs, vous avez deux autres petits chanfreins au coin, ici et là. Et si vous ne les avez pas sur votre rabot, je vous conseille de les faire tout simplement avec un rabot. Et ça sert, les trois chanfreins servent à tapoter. Ces deux sur le côté permettent de légèrement bouger la lame de manière à ce qu'elle soit bien parallèle avec le corps du rabot. Alors, première notion, on va démonter ce rabot. Pour démonter ce rabot, on ne tape jamais là. On tape jamais là. C'est un risque de fendre du bois. Là, c'est une espèce de chaîne, je pense. On tapote sur le chanfrein. La deuxième notion, c'est vous tenez votre rabot comme ça quand vous tapotez, c'est-à-dire vous pressez pas trop fort, hein, bien sûr, mais vous maintenez la lame. Ça évite que la lame sorte, qu'elle tombe par terre, qu'elle tombe sur votre pied. J'ai un pote qui s'est fait tomber un rabot sur le pied, il a bien dégusté. Là, ce serait juste la lame, mais si elle tombe mal, vous êtes obligé après d'expliquer que vous avez perdu 2 orteils en faisant l'ascension de l'Annapurna. Essayons d'éviter. Donc, on va le démonter simplement en tapant ici. Et voilà, il vient tout seul. Alors, en rabot japonais, c'est très très simple, hein. Il y a accord en chaîne, une petite tige métallique qui traverse ici, qu'on peut pousser avec un petit poinçon pour retirer au besoin. On a la contre-lame et la lame du rabot. Alors ça nous amène tout de suite à parler d'une chose. C'est un rabot fonctionne bien grâce à deux choses. Il y en a une qui est totalement évidente, c'est
un bon affûtage, et l'autre, en fait, c'est le contrôle des vibrations. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, quand on utilise un rabot, il y a d'un côté le bois, de l'autre côté le rabot qui avance à une certaine vitesse. Et le bois, lui, il n'est pas homogène. Ça veut dire que ça va forcément, ces deux forces vont forcément engendrer une trépidation, des vibrations, qui vont se répercuter dans la lame. La lame va légèrement vibrer, et forcément, on aura un travail dégueulasse. Donc, une des premières notions, ça a été l'invention du contrefer. Ça, c'est le contrefer du rabot japonais, mais vous connaissez les contrefers des Stanley, par exemple, comme celui-ci. Et on va voir que le positionnement de ce contrefer, il est vachement important au niveau du réglage. Donc, le contrefer du rabot japonais. En ce qui concerne le fer, à nouveau, l'objectif est de réduire les vibrations. Et pour ça, il suffit de comparer. Et on va tout de suite se rendre compte de l'étendue du produit. Une lame de rabot chinois, 2 mm d'épaisseur. Une lame de rabot occidental haut de gamme, comme les Nielsen, on est à 4 mm d'épaisseur. Et la lame de ce rabot, on est à 6,5. À votre avis, lequel va le mieux absorber les vibrations? Autre petit détail qui diffère vraiment des lames de rabot occidentaux. Les lames de rabot occidentaux, ils essayent d'avoir l'acier le plus dur possible pour tenir l'affûtage, parce qu'évidemment, ça va quand même un petit peu vibrer, et cette vibration va un peu détruire au fur et à mesure l'affûtage du fer. La métallurgie japonaise, traditionnelle, ça vient de la fabrication de sabres. On le retrouve sur les ciseaux. C'est le fait de souder à chaud pendant le forgeage deux aciers. Un acier en dessous extrêmement dur. On voit ici la plaque d'acier qui a été soudée. Et le reste du corps de la lame, c'est un acier relativement mou qui va contribuer à absorber le choc. Pour donner un autre exemple, c'est imaginez que vous ayez, je sais pas, un chevalet en caoutchouc, il n'y aurait absolument aucun sustain parce que le caoutchouc absorberait toutes les vibrations et vous auriez zéro sustain. Là, c'est à l'avantage de la lame, c'est-à-dire que l'acier doux va absorber une grande partie des vibrations, ce qui va soulager la partie acier très très dur. Donc voilà, on a ça sur les ciseaux comme j'en ai parlé, mais les Japonais utilisent cette même technique sur leur marteau, où en fait on a deux parties en acier très dur et un acier doux au milieu qui va absorber les chocs quand on va taper avec le marteau. Alors, quand on regarde cette lame, par rapport à une lame d'un Lie-Nielsen par exemple, vous voyez que les coins ont été biseautés. Ça, c'est volontaire. Et d'ailleurs, on va regarder si ce biseau est suffisant en mettant le contrefer. Vous voyez que là, le contrefer ne dépasse pas. Idéalement, il faudrait que le contrefer dépasse un petit peu. Alors, la première notion dont on va s'occuper, ça va être bien entendu l'affûtage. Alors, pour l'affûtage, on va commencer par la lame de ce rabot. Je regarde, a priori, il y a une signature, on dirait, sur ce rabot. C'est vraiment tout petit, et curieusement, c'est des idéogrammes, donc même si je regardais
attentivement avec une loupe, j'y comprendrai que dalle. Donc on est en train de parler de l'affûtage. Alors l'affûtage, c'est traditionnellement de l'affûtage à la pierre à eau, bien sûr. Et il n'y a pas besoin d'un matos délirant. Bon, il se trouve que moi j'utilise depuis des années des Shapton qui sont en céramique. C'est génial parce que c'est des pierres à eau, il y a juste besoin de mettre un petit peu d'eau dessus au moment où on s'en sert. Par contre, ça coûte un bras, donc on ne va pas les utiliser dans cette vidéo. On va utiliser des pierres à eau bien plus abordables. Vous allez trouver, vous avez besoin de 2 pierres à eau en fait, une pierre de 1000 et une pierre de 6000 ou 8000. Alors ça, vous trouvez des pierres collées les unes aux autres, avec 1000 d'un côté et 6000 de l'autre côté pour 25 balles chez Amazon. Donc vous voyez que c'est un petit investissement pas délirant. Moi j'ai des pierres à eau que j'ai depuis pas mal de temps déjà, que je vais sortir. Je vais les mettre sur des supports parce que ça évite que ça bouge. Donc on a une pierre de 1000. Serrer le support. Et une pierre de 8000. Alors l'inconvénient par rapport aux pierres Shapton beaucoup plus chères, c'est que ces pierres-là, soit vous les laissez dans l'eau, mais là, bah, ça veut dire que vous avez de l'eau croupie, hein. Faut pas changer de temps en temps quand même, hein. C'est pas terrible. Ou bien alors, vous les laissez une bonne demi-heure dans de l'eau avant de vous en servir. La troisième pierre qui va être importante, et c'est pas une pierre qui va être utilisée pour affûter. Il faut faire l'investissement, c'est un petit peu plus cher, mais ça vaut le coup de faire l'investissement d'une pierre diamant, d'une bonne taille. Celle-là a 2 grains à nouveau, un grain corse qui va être un grain plus pour ce côté-là, et un grain ultra fin, ce sera pour ça. En fait, la clé du succès d'un bon affûtage à la pierre à eau, comme d'ailleurs c'est la clé d'une bonne guitare, c'est une parfaite planéité de la pierre. Et donc, cette pierre diamant, elle va nous servir qu'à une seule chose. Vous voyez que c'est pour ça que j'hésite pas sur la pierre 2000, hein, j'en prends des bien épaisses, parce qu'elle va bien plus s'user. La bonne technique, c'est il faut rectifier extrêmement régulièrement, et on va voir qu'on va le faire très souvent, ce plan, de manière à ce que notre affûtage soit parfaitement réussi. Donc la première chose, c'est là, elle s'est un peu gorgée d'eau, on mouille un peu notre pierre diamant, et on rectifie. Vous voyez que ça accroche plus sur certains endroits. C'est tout simplement parce que cette pierre, elle était plus du tout droite. On rince, on recommence. Et on sait au bruit que fait la pierre diamantée qu'on a une surface parfaite. Celle-là, j'ai un petit peu de boulot parce que je ne l'ai pas bien entretenue, hein. Je l'ai laissé un peu croupir dans un carton, donc... L'autre accessoire indispensable, c'est du chiffon, hein, pour pouvoir essuyer au fur et à mesure et que ça se dégueulasse assez rapidement. Et on finit de bien rectifier. On peut faire une petite chose, c'est mettre des petits traits. Et vous voyez qu'on n'est pas encore bon. Ici, on a un creux. Alors, il est invisible à l'œil nu, mais
le crayon nous le signale tout de suite, quoi. On se retrouve dès que j'ai fini. Voilà, là on a rectifié au 325 et on va passer un petit coup de... celle-là elle dit quoi? Elle dit d'un côté 325, de l'autre côté 1200. On va commencer par rendre parfaitement plan le dos de notre lame, c'est-à-dire celui qui sera en contact avec le contrefer. Et on voit ici qu'il a été vraiment bien fabriqué, puisque on a un léger creux et on a une différence ici sur les bords. Alors la façon de faire ça, c'est... Donc ça c'est votre main dominante, hein, je suis droitier. Ça c'est l'autre, elle se contente de tenir ici. Et en fait, c'est pratique que vous ayez fait de la guitare, parce que c'est un mouvement très simple. C'est quand je pousse, j'appuie. Et quand je tire, je relâche. Donc ces deux doigts-là, ils appuient quand ça va dans ce sens-là, et ils se relâchent quand on revient. Ce qui donne un mouvement comme ça. Et à nouveau, on l'entend au bruit, ça. Alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est pas ma main... Et là, vous voyez qu'on commence à avoir une surface absolument de couleur homogène. C'est pas encore parfait ici, par exemple. Donc là, vous connaissez le principe, hein. Et hop, encore une petite trace. Donc on a cette forme là qui fait comme ça. Et on n'est pas encore d'une couleur uniforme. Donc on va en mettre un petit coup. Là, ça commence à être pas mal. Une dernière passe et on va être bon. C'est bon. On va maintenant s'occuper de l'autre biseau ici. Vous voyez qu'on voit ici vraiment bien la différence entre l'acier plus doux et l'acier très dur qui a été laminé à chaud, puisque ça fait en fait, allez, ça doit faire dans les 2 mm à tout casser. Donc même technique. À nouveau, on va faire 1, 2, 3, 4, puis on va bouger la lame à chaque fois. Je m'explique, on fait, qu'on maintient comme ça. 1, 2, 3, 4, et on bouge. Parce que là, c'est creusé, en fait. Et on bouge. Et là, je vous garantis, ça ne se voit pas, mais cette pierre n'est plus plane. Et on a une belle surface, mais on n'a pas encore l'apparition du morphile. Ça commence un petit peu. On va être pas mal.
Et là, on sent au toucher qu'on a un léger morphile. Voilà, là, on sent le morphile. Tant qu'on y est, on va bien rendre plat cette partie-là de notre contre-lame. Avant de la ranger, comme ça, elle sera prête pour la prochaine fois. Et donc, comme je le disais, soit on la laisse croupir dans de l'eau, soit on la laisse hors eau, et puis il faudra penser une demi-heure avant le prochain affûtage à la remettre dans de la flotte. La deuxième pierre, en fait, c'est notre pierre à démorphiler. Donc, à nouveau, on la rectifie. Vous voyez, quand ça devient difficile à enlever tellement il y a une succion, c'est qu'on est bon. Et donc, comme le morphile, puisqu'on a fini avec cette partie-là, en fait, ce biseau, il est de ce côté-là, on va commencer par ici. Vous voyez qu'on voit des traces de métal. Ça veut dire que notre pierre n'est plus plane. Il ne faut vraiment pas grand chose pour retourner le morphile et puis pour qu'il commence à s'user tout simplement. Et là on a vraiment une belle surface. Ça ressemble à un miroir. Il y a ici, il y a une petite différence de couleur ici, donc on est de ce côté-là, ici. Et là, le morphile est passé de l'autre côté, enfin, ce qu'il en reste. Vous voyez les traces de métal? Et là, on commence à avoir un petit rasoir. On va commencer à faire gaffe à ces miquettes. Rasoir. On en profite pour faire le dos de notre contrefer. Et on en a fini avec l'affûtage. Vous voyez que c'est pas très très long, mais c'est l'étape indispensable, c'est le garant du succès. On peut ranger notre deuxième pierre.
Bon, je prévois toujours qu'un seul épisode, et puis vous me connaissez, je suis bavard, je déborde. Donc, bah, il va y avoir un deuxième épisode, et bah, d'un autre côté, ça me permettra de gagner du temps pour continuer à bosser sur cette guitare de folie, qui va venir.